Ce que j'avais compris de ce que tu avais expliqué, c'est que le système qu'avaient pensé nos parents était équilibré par construction, par adaptation annuelle parfaite des cotisations sur les besoins prévisibles, et que du même coup c'était un système qui était insubmersible parce que construit comme tel, et que du jour où les gouvernants ont accepté de figer, de bloquer les... Du jour où les réformateurs ont obtenu des gouvernants le blocage des cotisations, le système s'est mis à manquer de ressources et s'est mis à... Parce qu'aujourd'hui, le système de retraite, il est déficitaire gravement, non? Et ça s'est pas rendu... C'est le début d'une faillite, quoi. Ce sera une faillite quand il y aura une cessation des paiements, mais c'est erroné de parler de mise en faillite exprès pour ensuite pouvoir le remplacer par un système assurantiel de cette... Alors là, on peut renvoyer à ce que dit Claude sur l'euthanasie bureaucratique, c'est-à-dire on construit un problème qu'il faut résoudre en mettant en situation de mort annoncée un dispositif que l'on veut couler. Alors, on observe de fait que sur l'ensemble de la protection sociale, pas simplement les retraites, parce que là, il y a un déficit de l'assurance maladie, sur l'ensemble de la protection sociale, quand tu regardes, on a des statistiques depuis 49 ou 47, je ne sais plus. Quand tu regardes 47-90, je regardais récemment 47-86. Sur 47-86, donc sur 40 ans, tu as 26 années excédentaires et 14 années déficitaires. Non, mais 26 années excédentaires, 14 années déficitaires. C'est-à-dire que, accompagné par une hausse croissante du taux, notre dispositif est légèrement excédentaire. Et insubmersible, puisque en permanence, tu augmentes le taux. C'est-à-dire qu'en permanence, tu attribues de la valeur à du travail non capitaliste, celui qui se fait dans la sécurité sociale. Depuis effectivement la fin des années 80 et le gel du taux de cotisation, nous avons un poids beaucoup... Alors, tu as eu quelques années légèrement excédentaires dans des moments de reprise, fin des années 80, fin des années 2000, tu peux avoir des petits moments de reprise, mais globalement, fin des années 90, pardon, début des années 2000, tu peux avoir des petits moments de reprise, mais globalement, nous avons un déficit structurel qui est totalement organisé par le gel du taux, mais qui n'a rien à voir avec la démographie, bien sûr, qui n'a rien à voir avec la création d'emplois, etc. non plus. Mais je te fais remarquer que, oui, c'est un gel organisé, mais c'est un gel organisé avec une forme d'assentiment populaire. Qui revendique la hausse du taux de cotisation, La victoire des réformateurs, c'est une victoire dans les têtes. C'est une victoire dans les têtes. C'est d'avoir réussi à interrompre la dynamique syndicale qui a joué autour de baisse de l'âge de retraite, hausse du taux de cotisation, hausse du taux de remplacement, réduction de la durée des annuités pour avoir une retraite complète, réduction de la durée du salaire de référence, du meilleur salaire. Tout cela est absolument interrompu dans le discours syndical même, c'est ça le point. Comment ça se fait que les syndicats qui devraient être les mieux informés, les plus capables de formuler ces revendications comme ils l'ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ne le font plus? Est-ce que c'est la base qui ne le fait plus, ou est-ce que c'est les chefs? Moi, je les distingue. Je sais que toi, tu les distingues pas, je crois. Mais on dirait que les troupes syndicales seraient prêtes et que le chef des syndicats ne nous conduit plus à cette bagarre. C'est vrai que moi je pratique pas la théorie du complot qui dit que les chefs trahissent, mais comment dire, faire écho à ta question, c'est faire écho aussi à celle de Claude, parce que j'ai pas répondu, qui dit mais quel est l'intérêt des réformateurs dans cette affaire? C'est la même chose, c'est-à-dire que encore une fois, l'intérêt des réformateurs, et on va voir en quoi
ça rejoint non pas l'intérêt, évidemment, du général, puisqu'ils vont contre l'intérêt général, mais ça rejoint des représentations finalement assimilées par les dominés eux-mêmes, ce fait que la classe est dominante tant qu'elle fait admettre son récit du réel par ceux qu'elle domine. L'intérêt des réformateurs, enfin, c'est comme ça que moi je lis tout le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est l'invention d'une nouvelle définition de la valeur économique. La définition capitaliste de la valeur, il a fallu 5 siècles pour la mettre en place, entre le 14e et le 19e. Elle triomphe au 19e. Et depuis le 20e, le mouvement ouvrier était capable d'imposer des institutions alternatives autour de la cotisation, de la qualification, etc. Bien. Qui définissent la valeur autrement. Non plus à partir de l'emploi, mais du salaire à vie, non plus par mesure, par le temps de travail, mais par mesure de la qualification du producteur, non plus à partir de la mise en valeur de capitaux, mais à partir de production de non-marchands, enfin, etc., etc. Nous avons une définition alternative de la valeur, et qui évidemment est extrêmement subversive. L'enjeu pour le capital, c'est, de nous faire adhérer à l'idée que, ben non, il n'y a pas de création de valeur nouvelle. Ce que vous avez réussi à faire en 1945, c'est à nous ponctionner une partie de la valeur pour de la solidarité utile mais non productive. La Sécu, c'est utile, mais c'est pas productif, c'est pas du travail. Les retraités ne travaillent pas, les soignants ne travaillent pas, les parents ne travaillent pas, les chômeurs ne travaillent pas, de même que les fonctionnaires ne travaillent pas. Tout ça, c'est de l'activité utile, mais qui ne produit pas de valeur économique. Les impôts et les cotisations sont un prélèvement obligatoire. Ça, c'est le récit capitaliste du réel qui nie que nos PIB aient progressé d'abord par finalement une marginalisation de fait de la valeur capitaliste qu'on retrouve dans le profit et dans les salaires liés au marché du travail, à travers la croissance qui est typique du XXe siècle, croissance de l'impôt, croissance de la cotisation sociale. Impôts et cotisations sociales ne sont pas une ponction sur la valeur capitaliste, c'est comme le disent un certain nombre de mes collègues, Haribé à propos de l'impôt, par exemple, même s'il nie que ce soit le cas de la cotisation, mais il le dit pour l'impôt, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait réfléchir très utilement, et je voudrais lui rendre hommage dans cette affaire, Jean-Marie Haribé, qui vient de sortir un excellent bouquin sur la richesse, la valeur et l'inestimable. Hein. Ça, je vous conseille vivement de lire cet ouvrage qui est paru au Lien qui libère. Un très très bel ouvrage qui propose pour l'impôt le terme de supplément obligatoire. C'est tout à fait, ça clarifie bien les choses. Hein. Nous ajoutons à la valeur capitaliste une valeur non capitaliste. Alors, ça ne veut pas dire que les pays qui ont connu pas beaucoup d'impôts et pas beaucoup de cotisations n'ont pas progressé. Mais ça veut dire que leur croissance s'est faite sous la forme capitaliste. Et que par la cotisation et l'impôt, nous avons imposé une forme non capitaliste de croissance. L'enjeu des réformateurs, c'est de restaurer la convention capitaliste du travail. C'est ça qu'ils ont intérêt à faire. S'ils transforment la pension de salaire continué qui dit, bah, attendez, le retraité, il produit de la valeur économique. Le fonctionnaire qui a un salaire continué, il produit de la valeur économique, etc., etc. En revenu différé. J'ai cotisé, j'ai droit. Eh bien, on restaure l'idée que seul l'emploi génère de la valeur et que quand on n'a pas d'emploi, on va récupérer une prévoyance en répartition que l'on a faite par la cotisation. C'est de changer le sens de la cotisation. Et pourquoi est-ce que les opposants à la réforme échouent? Pourquoi est-ce que depuis 15 ans, il y a une telle recul, effectivement, des revendications en matière de retraite, comme je viens de le dire, hein, sauf le fait qu'elles soient indexées sur les salaires, ça reste une revendication, mais en termes d'âge, de taux de remplacement, etc., il y a un recul très net. Mais parce que les opposants eux-mêmes admettent que la cotisation est prise sur le profit et le salaire de remplacement et le salaire de marché du travail, puisque eux-mêmes disent, regarde les mots d'ordre de 2010, hein, taxons le capital comme le travail, hein, pour financer la Sécu. C'est une lecture fiscale de la sécurité sociale.
ça légitime le capital. Si tu taxes le capital, il en faut pour financer la Sécu, et donc ça légitime le capital. De même que si tu taxes le marché du travail, il faut du marché du travail, alors que la cotisation marginalise la propriété lucrative et le marché du travail. La revendication son remplacement par la CSG, c'est pour ça que les réformateurs sont si acharnés sur le remplacement par un impôt de la cotisation, légitime les 2 assiettes de l'impôt que sont le profit et le marché du travail. Donc le recul syndical vient non pas de ce que les syndicalistes auraient oublié, qu'ils ont construit un dispositif anticapitaliste. Il n'y a jamais eu de discours. C'est là que le sociologue ou l'économiste que je suis, que le chercheur que je suis, intervient. C'est-à-dire propose une interprétation qui n'est pas proposée par les acteurs eux-mêmes. Ni par les réformateurs, ni par les syndicats. La question que je te posais sur les réformateurs, où tu disais non, ils l'ont jamais vraiment, ils n'avaient pas besoin de le formuler. Les syndicalistes non plus n'avaient pas besoin de le formuler. C'est-à-dire que si je prends un domaine que je connais bien, donc la Sécu, si tu prends 46, lorsque le ministre communiste de la Sécurité sociale, Ambroise Croizat, met en place les caisses. Croizat arrive au ministère en novembre 1945, après les ordonnances d'ailleurs, qui sont d'octobre. C'est après la grande victoire communiste aux élections législatives. Et il va être au pouvoir jusqu'en mars, je crois, 1947, lorsque les communistes seront exclus du gouvernement. Donc la période est courte. De Gaulle démissionne dès janvier 1946. Il ne supporte pas l'idée qu'il y ait des ministres communistes dans son gouvernement. Il démissionne. Et il va être un adversaire acharné de la sécurité sociale. Contrairement à ce qu'on lui fait dire, on lui attribue la paternité d'un truc qu'il a combattu de toutes ses forces. Et Croizat, qu'est-ce qu'il fait? Il n'invente pas les caisses de sécu. Il reprend les caisses des assurances sociales de 1930. Les assurances sociales nées en 1930... Il les généralise ou il les pousse, il les généralise. Il y en avait déjà une par département, donc il les assume. Avec leurs salariés, leurs administrateurs. D'ailleurs, avant les élections de 1947, les administrateurs des caisses, c'est ceux des assurances sociales de 1930. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. C'est la capacité à assumer une institution qui existe. C'est pour ça que moi je dis toujours que ce qu'il faut déjà voir, c'est ce qui dans l'existant peut être assumé pour le pousser plus loin dans un sens émancipateur. Quel est l'acte révolutionnaire, vraiment, sans se payer de mots, que pose Croizat? Il double le taux de cotisation. C'était 16% quand on additionne les allocations familiales de 1932, les assurances sociales de 1930 et le taux auquel ils étaient arrivés en 1945. Nous étions à 16%. Il double, il passe de 16 à 32%. C'est-à-dire qu'il fait un formidable pari. Ça augmente les prix, ça entraîne une création monétaire qui n'est pas inflationniste parce qu'elle assume la valeur attribuée au travail hors emploi de la sécurité sociale. Et il le fait au nom de quoi? Alors il le fait avec un vocabulaire qui n'est pas du tout « je suis en train de promouvoir une définition de la valeur économique alternative à la valeur capitaliste ». Ni ces mots, ni même l'équivalent. Parce que, et là je crois que la distinction que fait Marx entre le en soi et le pour soi est tout à fait intéressante. Tu peux poser un acte qui est en soi révolutionnaire, puisqu'il va affirmer une valeur non capitaliste, dire que dans la Sécu, on travaille, on produit de la valeur, alors même qu'on ne met en valeur aucun capital et qu'on n'est pas sur le marché du travail, mais en même temps le penser dans les termes dominants. Alors, il va parler de dignité des travailleurs, de sécurité des travailleurs, d'émancipation, ce qui est quand même mieux que sécurité. Il parle en termes d'émancipation. Mais ce vocabulaire-là, il est en deçà de l'en-soi. Le pour-soi par lequel la classe ouvrière assume cette création, le pour-soi, est en deçà de l'en-soi qui est créé.
Et ça peut marcher pendant 10, 15, 20 ans. Mais à partir du moment où le capital se ressaisit, comme depuis... alors, depuis 1938, comme le rappelle à juste titre, il y a un mouvement très... le néolibéralisme, le Mont Pèlerin, tout ça, c'est dès avant-guerre que ça démarre. Mais il ne devient véritablement triomphant que dans les années 70, avant déjà, dans les années 70. Face à l'offensive réformatrice, si tu restes avec le discours aliéné, avec lequel pourtant tu as accompagné un acte et une institution révolutionnaire, cette institution est menacée. Et tu ne vas pas pouvoir la promouvoir, tu vas la défendre avec les mots de ton adversaire finalement. Et tu vas admettre qu'il y a un problème démographique, parce que tu ne vois pas que les retraités produisent de la valeur, donc du coup il y a un problème démographique, enfin, etc., etc. Toi, tu vas être sur le terrain de ton adversaire, le terrain intellectuel de ton adversaire, et donc finalement à la remorque de son agenda. Alors à propos de cet agenda, justement, comment considérer les questions qui sont traditionnellement proposées au débat, qui est la prolongation de l'âge de la vie, la pénibilité, le libre choix de la retraite, comment intégrer ça dans ce discours, qui sont des problèmes effectifs. Donc peut-on les traiter, peut-on les aborder compte tenu de cette contrainte idéologique que tu décris ? Ah ben non, je pense qu'il faut sortir de la contrainte idéologique, c'est là l'urgence de conquérir un discours autonome. Je crois que l'autonomie du discours, c'est le cœur de toute capacité populaire de se libérer, d'émancipation populaire. Encore une fois, le peuple n'est pas en soi porteur d'un discours d'émancipation. Les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Il s'agit de construire un discours émancipateur et autonome. Ça n'est pas si simple que ça. Et on voit bien que depuis 30 ans, notre syndicalisme, qui a d'incontestables vertus, et on ne me fera pas qualifier négativement le syndicalisme, il y a d'incontestablement vertus au syndicalisme, mais il y a une panne idéologique qui se manifeste aussi dans les pannes en termes d'éducation, etc., syndicale, parce que la pression du discours réformateur autour de écoutez, on vit de plus en plus longtemps, il est donc normal qu'on travaille de plus en plus longtemps, on va affecter le tiers, la moitié, les 2 tiers, ça dépend des pays, de l'espérance de vie, à une augmentation de la durée de l'emploi. On va pas tout affecter, on va augmenter la durée de la retraite, mais compte tenu que l'espérance de vie augmente, je sais pas quoi, d'un trimestre par an, eh bien on va affecter 1 mois par an à de l'emploi supplémentaire, et puis les 2 mois gagnés à de la retraite supplémentaire. C'est comme ça qu'on a construit l'accord Fillon-Chérèque de 2003, autour d'un calcul 1 tiers, 2 tiers. Bon, les socialistes sont toujours sur cette optique-là. L'idée que pas de retraite couperait. On va quand même pas arrêter de travailler à 60 ans alors qu'on est en plein. Et alors les opposants vont dire « Ah ben non, entre 60 et 62 ans, c'est les 2 meilleures années en bonne santé. » On va répondre sur le même ton. On va répondre, et donc on ne va pas les consacrer à de la subordination au travail, alors qu'on pourrait être enfin heureux au travail, heureux, libéré du travail, etc. Bon, le problème démographique qui n'existe que si on considère qu'effectivement les retraités ne produisent pas de valeur. S'ils produisent de la valeur, il n'y a aucun problème démographique. Puis il y a de retraités. Et il y a ensuite un problème de quelle valeur démographique, quelle valeur économique nous produisons. Les retraités produisent surtout du lien social aujourd'hui, ça ne peut pas suffire comme fondement de la valeur économique. Il faut aussi de la valeur industrielle, il faut des tas de choses. Donc, comment, bien sûr que la question se pose de comment cette seconde carrière ouverte à 55 ans va être accompagnée. Quand on parle des jeunes retraités, le mot est juste, c'est-à-dire que si on a un âge politique, mais vous voyez que ça ne peut être qu'un âge politique, tout le monde à 55 ans a droit, comme à 18 ans, la majorité, c'est pas un âge couperet, la majorité, c'est un âge auquel tout le monde a droit au salaire, au droit de suffrage, enfin, etc., etc. Bien. La retraite, c'est un 2e âge politique dans lequel tout le monde
a le droit d'être payé à vie, mais non pas pour, encore une fois, consommer, être utile parce qu'il consomme et qu'il crée de l'emploi comme consommateur. Tout ça, ça ne peut pas tenir debout. Hein. Et l'argument réformateur est tout à fait juste, de dire on ne va pas mettre les gens comme ça dans la non-production pendant 30, 40, 50 ans. Anthropologiquement, ça ne tient pas non plus. Et les réformateurs, cela joue sur une fibre réelle, que les gens, ils veulent continuer à participer au bien commun. Enfin, ils veulent pas être là comme ça, des spectateurs de la vie collective, déracinés, etc., etc. Ils veulent pas faire partie de collectifs, etc., etc. Bon. Donc, on ne peut s'opposer à ce discours qui, pour le moment, est dominant. Que en affirmant de façon très autonome l'idée que ce qui s'est construit, mais en s'appuyant sur l'histoire, tout simplement, mais ça reste une expérience réussie. Encore une fois, on ne peut pas changer si on ne s'appuie pas sur l'histoire et les expériences réussies. Je crois que tout ça, aller chercher, c'est pas en allant chercher en Alaska ou je ne sais trop quel exemple exotique, non. Soit on se fonde sur des institutions décisives de notre histoire et en les poussant plus loin, on va plus loin, soit on échoue. Mais encore faut-il se fonder sur elles. Or précisément, les opposants à la réforme n'assument pas le salaire continué pour ce qu'il est. Comme si on ne le voyait pas. Et c'est là que on ne peut plus se contenter du discours par lequel la CGT, le Parti communiste ont assumé la sécurité sociale. Ce discours-là, il n'est plus suffisant. Il faut absolument un discours qui assume dans son entièreté révolutionnaire ce qui se construit en 1945. Alors 1945, c'est une date emblématique. Hein. S'il se construit entre 1920 et 1980, il faut l'assumer en disant... mais attendez, nous avons construit un salaire continué comme matrice d'une autre définition de la valeur et on va continuer, on va baisser l'âge de la retraite. Moi, je suis pour la retraite à 18 ans, si vous avez bien compris ce que je raconte. Hein. C'est-à-dire que nous avons droit au salaire à vie de 18 ans à la mort avec une progression salariale si on passe des épreuves. Là, il y a une incitation, il y a une dynamique, il y a une émulation, il y a tout ce qu'il faut pour que l'économie fonctionne, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas à 55 ans, bien sûr, ni à 50 ans, ni à 45 ans quand on s'en retraite à 45 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cet âge politique-là? Dans cet âge politique-là, il se passe, par exemple, voilà une proposition, c'est ce que je fais dans l'enjeu des retraites, le bouquin que j'avais sorti en 2010 pendant la bagarre contre la réforme. On est déchargé de toute responsabilité opérationnelle. Parce que la question avec un salaire à vie, c'est qu'il y a un risque de gérontocratie. Que les mecs à 80 berges, ils soient toujours là aux manettes, et puis qu'en dessous, les gens tirent la langue en attendant d'être opérationnels. Je faisais à l'époque, je continue à faire, parce que l'image n'est pas si fausse que ça, à mon avis, la comparaison avec la parentalité, les parents et les grands-parents. C'est bien que les gamins aient des parents qui sont à la manœuvre, qui sont les seuls responsables opérationnels, et puis des grands-parents qui, justement parce qu'ils ne sont pas responsables opérationnels, et surtout il ne faut pas qu'ils le soient, sinon ça donne des catastrophes quand les grands-parents raptent les petits gamins, ont la bonne distance avec leurs petits-enfants. Comparaison n'est pas raison, mais je trouve que c'est pas mal d'imaginer une carrière dans laquelle jusqu'à 55 ans, ou 50 ans, je sais pas, peu importe, ça c'est un âge politique à délibérer politiquement, on est à la manœuvre, on a les responsabilités opérationnelles, et puis dans une deuxième carrière, on explore les chemins nouveaux du travail, on fait intégrer des dimensions internationales par exemple, qu'on n'avait pas intégrées parce qu'avant on était vraiment le nez dans le guidon, enfin, etc. On enrichit le travail de la nation par un autre point de vue, une autre pratique. Alors justement, quelle métrique utiliser pour mesurer la valeur produite par ce salaire continu, autrement dit celui des retraités, parce que tu as bien dit tout à l'heure qu'Ambroise Croizat avait financé la réforme de la sécurité sociale par une anticipation de la création de valeur. Alors, quelle métrique peut-on inventer au-delà de s'occuper des petits-enfants, faire des voyages et transmettre son savoir aux jeunes? Alors,
Encore une fois, la valeur économique, c'est une convention sociale. Hein. Je sais pas quoi, moi je bricole chez moi un instrument d'horlogerie, je ne travaille pas, je fabrique une horloge comme salarié d'une entreprise, je travaille. Bon, nous sommes dans la convention sociale puisque dans les deux cas, la valeur d'usage produite est la même. Ce qui montre que le salaire et la valeur économique ne se mesurent pas par l'utilité sociale de ce qu'on fait. Hein. Il y a deux versants de la production. Il y a le travail concret, la valeur d'usage qui est produite, et il y a le travail abstrait, la valeur économique qui est produite. Ce sont deux réalités qui ne se superposent pas. Et la difficulté du débat sur la valeur économique, c'est que c'est abstrait. Autant on voit ce que c'est que faire une horloge, ça c'est le travail concret, autant on ne voit pas ce que c'est que être étam, technicien supérieur à l'indice 240 ou à l'indice 520 quand on fait cette horloge. Dire que je suis à l'indice 520, ça c'est dire la valeur économique que je produis et mon niveau de salaire. C'est abstrait. Alors que dire je suis horloger, ça c'est concret, on sait ce qu'il en est. Le débat sur la valeur économique et sa mesure, c'est un débat qui est politique. Et à la limite, la preuve du pudding, c'est le pudding, c'est qu'on le mange. Je sais pas quoi, moi, l'Espagne s'est effondrée parce qu'elle a été victime de sa conquête, qu'il y a eu un afflux de monnaie par le pillage de l'Amérique latine qui a détruit la métropole. Et donc là, cette monnaie ainsi mise en circulation ne correspondait pas à une valeur économique effective et ça a détruit l'Espagne. L'espèce de saut énorme que fait Croizat en doublant le taux de cotisation, ça marche. Hein, voilà, ça aurait pu échouer. Hein, ça marche. C'est-à-dire que ce que nous constatons, c'est que le gel du taux de cotisation, comme le gel de l'impôt d'ailleurs, hein, les impôts sont passés de, je ne sais pas combien, 21 à 18% du PIB au cours des 10 ou 15 dernières années. Le gel de l'impôt, comme le gel de la cotisation, nous mettent en récession. Ça, on s'aperçoit de ça, que l'Europe, c'est pas 2007 la récession européenne, c'est ça fait depuis 30 ans qu'on est à 1,5, 1,5, 1,2, enfin on est dans des taux de croissance qui sont extrêmement faibles depuis 30 ans. Parce que mais oui, de la valeur non marchande en valeur économique. Hein. Tu expliquais dans une conférence, c'est étonnant, qu'une grande partie de notre croissance, c'est en fait non pas du travail supplémentaire, mais c'est du travail qui existait, qui est progressivement de plus en plus reconnu comme une valeur économique. Hein. Tu disais que c'est l'augmentation du PIB, c'était pour une large part ça. Alors, c'est très comptable en fait. Je vais continuer à faire l'avocat du diable. On peut dire que la réforme de Croizat a marché parce que l'espérance de vie à la retraite, donc cette deuxième carrière était très courte parce que c'est la fameuse retraite à 65 ans pour les ouvriers qui meurent à 65 ans et demi. Et puis parce que c'était financé par une productivité économique extrêmement classique qui était celle des 30 Glorieuses. Donc on pouvait risquer le pari. Donc on va te renvoyer l'argument. Aujourd'hui, même à 65 ans, on va vivre encore 20 ans et il n'y a plus de croissance. Donc, est-ce que tout ça est bien réaliste? Comment tu vas financer ça? Parce que c'est bien joli, garder les petits-enfants, combien ça rapporte? Eh bien, sur Croizat, figure-toi que la Sécu en 45, en France, c'est les allocations familiales. Hein. Si tu prends sur les 32% du taux de cotisation, 16 vont aux allocations familiales, 16 vont aux assurances sociales. C'est-à-dire, c'est la même caisse, hein, mais enfin on peut dire 8% pour la retraite, c'est pour ça que j'ai parlé de 8 à 26%, hein, entre 45 et 95 pour le taux de cotisation retraite, et 8% pour la santé. Bon. 8% du brut, c'est-à-dire en gros 4% du PIB, puisque le salaire brut, c'est à peu près la moitié du PIB. Bon, la somme des salaires bruts. Donc, on peut très bien répondre à cet argument en disant mais c'est en attribuant de la valeur au travail des parents
que l'on a fait augmenter le PIB de façon massive. On a distribué de la monnaie à des parents qui ont investi dans la scolarité de leurs enfants. On a augmenté considérablement le rapport à l'école, donc la production scolaire, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a reconnu du travail qui n'était pas pratiquement producteur de kilomètres d'autoroute, qui était producteur de liens sociaux, mais qui, cela dit, par ses économies externes, par tout un tas de choses, générait énormément de valeur économique. Donc, le raisonnement peut être transposé aujourd'hui, mais cela dit, oui, mais en même temps, ne doit pas nous faire oublier que moi, quand je revendique retraite à 55 ans pour 100% du meilleur salaire, quelle que soit la durée de cotisation, j'ajoute ce point, la durée de cotisation doit disparaître du mode de calcul, puisque ce qu'on a construit, c'est pas j'ai cotisé, j'ai droit. Ce qu'on a construit, c'est à un âge politique, j'ai droit à être reconnu comme producteur de valeur, quel que soit mon rapport au marché du travail. Et donc la contrepartie de ma pension, c'est la valeur attribuée à ce que je fais. Donc il n'y a pas de raison de compter dans le calcul de la pension les annuités, la durée de cotisation, tout cela c'est encore nous renvoyer au j'ai cotisé, j'ai droit des réformateurs. Et une partie de l'échec des opposants à la réforme vient de ce qu'ils ne revendiquent pas. La suppression des annuités, qui sont par ailleurs une incroyable double peine pour les femmes. Comment est-ce qu'on explique le fait que les femmes qui ont un salaire inférieur de 22 à 25% à celui des hommes, à cause de la double journée, qui fait que bien que plus certifiées, sortant de l'école avec de meilleurs diplômes, elles ont une carrière professionnelle plus faible parce qu'elles assurent la double journée. Comment est-ce que donc on explique que ces femmes qui ont un salaire inférieur de 22 à 25% à celui des hommes ont des pensions qui soient inférieures de 47% à celles des hommes, puisque la pension en droit direct, j'exclus la reversion des femmes, c'est 900 €, alors que la pension en droit direct des hommes, c'est 1600 €. Mais par le fait que non seulement les femmes arrivent à l'âge de la retraite avec un salaire inférieur, mais qu'on leur dit « mais en plus c'est de votre faute, vous n'avez pas eu la carrière complète ». Donc, et on va doubler la mise, les 25% deviennent 45%. Donc la lutte contre la double peine dont sont l'objet les femmes, et puis surtout le passage d'un en soi révolutionnaire à un pourcentage, c'est-à-dire le fait d'assumer que la pension, c'est pas du j'ai cotisé, j'ai droit, ça c'est ce que veulent faire les réformateurs, mais c'est nous avons droit à une seconde carrière libérée du marché du travail parce que nous sommes dans une autre définition de la valeur économique, ça passe par la revendication de la suppression des annuités. Mais je ne sais plus pourquoi j'avais commencé ce point-là. J'avais posé la question des métriques et comment on va financer ça. Voilà. C'est l'argument qu'on va te présenter immédiatement. Ton système Croizat marchait parce que on finançait la retraite, on partait à la retraite à 65 ans, on avait fait les statistiques, on mourait à 65 ans et demi, 66 ans. Bon, et il y avait une très forte croissance, donc le pari de Croizat a fonctionné. Donc, dans le contexte actuel, on va t'opposer ces quantités, on va te dire, monsieur, vous n'avez pas la réalité des chiffres, ce que vous dites est irréaliste. Donc, ce qu'il faut réintégrer dans ton calcul, c'est la valorisation des externalités. C'est-à-dire on est exactement dans la même logique que ce dont on parlait tout à l'heure, celle des Malthusiens face aux allocations sur les pauvres. Si on donne des allocations aux pauvres, il va y avoir trop de pauvres et comme la quantité de travail est limitée, donc il faut retirer les allocations. Donc comment cet investissement sur l'avenir, effectivement le cas des femmes est très illustratif, l'éducation c'est un investissement, aujourd'hui c'est absolument dévalorisé parce que le Parti Socialiste, le MEDEF sont totalement malthusiens. Alors ils utilisent des arguments gauchistes un petit peu stupides que l'enfance est pétiniste, etc. Enfin toutes leurs âneries bien connues. Donc comment réintroduire et mesurer cette valeur sociale ajoutée, ces externalités, le fait, je sais pas, si on vit mieux, plus âgé, ça coûtera moins cher à la sécurité sociale, c'est réintégrer tous ces coûts. Alors,
tout à fait d'accord, hein, il faut absolument intégrer toutes ces externalités, c'est décisif. Deuxièmement, externalité positive donc. Deuxièmement, la croissance des années 45-75, c'est pas une croissance qui est tombée du ciel. Il a un double fondement. Un, la dynamique de la cotisation et de l'impôt qui génère une croissance par le non marchand. Deuxièmement, la dynamique interne du capital. Les deux se sont effondrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prêteurs n'investissent pas, les investisseurs n'investissent pas. Ça, nous sommes dans la dynamique interne du capital qui, dans nos pays, est à tonnes. Et nous n'augmentons plus l'impôt et les cotisations. Donc, pour moi, ce qui est décisif, c'est que nous retrouvions une dynamique d'une création monétaire vouée à la production de valeur économique à la fois non marchande et marchande. C'est-à-dire que le salaire à vie doit être accompagné de son alter ego qui est la propriété d'usage des entreprises. Moi, je pense que actuellement, les propriétaires lucratifs sont ceux qui nous empêchent de travailler globalement. Nous n'arrivons pas à travailler comme nous le souhaiterions parce que les actionnaires veulent toujours plus de valeur pour l'actionnaire et empêchent le travail, ils sont court-termistes, ne calculent pas du tout les externalités positives de ce que nous faisons, etc., etc. Nous avons un mode de définition de la valeur économique qui est devenu complètement à la fois antidémocratique, mais aussi anti-économique, on va dire, et que à la fois en retrouvant la dynamique de la cotisation sociale d'une part, et d'autre part en nous appropriant collectivement ce que nous faisons. Enfin, c'est quand même nous qui le produisons, la valeur économique. Et donc, en nous appropriant collectivement les entreprises dans lesquelles nous travaillons, nous redonnions une dynamique. Donc, moi, je ne suis pas sur le terrain. La valeur, c'est un construit social. Et finalement, faire du lien social, c'est la même chose que de faire de l'innovation technologique. Je pense que non. Hein. Tout n'est pas dans tout. Hein. Et je suis très soucieux que, par exemple, moi comme retraité, hein, je puisse aussi bien investir dans l'innovation technologique que dans le lien social. Il n'y a pas de raison qu'à 55 ans, je sois voué à accompagner mes petits-enfants à l'école, ou à être conseiller municipal, ou à être trésorier de mon club de foot. Je peux aussi vouloir innover, je peux vouloir faire des inventions technologiques majeures, y participer, etc., etc. Donc, il s'agit bien... Mais l'enjeu de cette affaire, si nous voulons vraiment y parvenir, c'est qu'on commence par se débarrasser de tous les parasites qui nous empêchent de travailler. C'est-à-dire ceux qui nous piquent 35% de la valeur. Sur les 2000 milliards, il y a quand même 700 milliards qui vont en profit et qui ne sont réinvestis que pour hauteur de 20%, enfin 400 milliards. C'est quand même bien de la maîtrise de l'investissement que dépend notre capacité à retrouver la dynamique que nous avons connue dans les 30 Glorieuses. Merci Bernard pour moi je me sens vivifié par ce que tu fais. Je sais que c'est délicat de recevoir des compliments, mais je vous recommande chaleureusement la lecture de l'enjeu des salaires, qui est un livre plus que stimulant, il est bouleversant. Donc c'est vraiment... C'est remarquable, je suis très heureux de connaître ce gars-là qui est un chic type et une pensée puissante qui va beaucoup nous aider à fabriquer, à penser l'alternative. Voilà, à bientôt tous.